si on a un problème d'homogénéité dans les datations, ben, on est incapable de dire ce qui est arrivé. J'étais pas sûr du résultat au départ, hein. C'était en 2013, mon opinion n'était pas complètement forgée sur l'authenticité du suaire de Turin, et j'avais trouvé que l'hypothèse de la résurrection me semblait finalement la plus probable. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à vous tous pour cette invitation. Et effectivement, on va parler du linceul de Turin aujourd'hui. Linceul de Turin ou suaire de Turin, j'emploierais plus volontiers l'expression suaire de Turin. Et donc, on va se demander une question assez fondamentale. Est-ce que le suaire de Turin, c'est un argument convaincant pour la résurrection? Alors là, en effet, on peut légitimement en douter. Consultez la page Wikipédia anglophone ou pire, la page Wikipédia francophone, et vous en conviendrez, l'affaire est classée. Le drap est enterré. Ce n'est finalement qu'un grand lin, un grand drap de lin médiéval de 4,4 m par 1,1 m, avec une image frontale et dorsale d'un homme qui est crucifié à la façon de Jésus et en accord avec le récit de la Passion. Fermez le banc. Le doute, il est légitime et il s'appuie sur des faits historiques et sur des preuves scientifiques. Ensuite, on verra un petit top 10 des arguments en faveur de l'authenticité. Et ensuite, on se demandera, est-ce qu'on peut passer de l'authenticité, avec cette authenticité, est-ce qu'on a une crédibilité? Et est-ce que de cette crédibilité, on peut arriver à une probabilité? Alors, les principaux éléments en faveur du faux médiéval, ce que je disais, deux choses principalement. Il s'agit du témoignage historique de l'évêque Pierre d'Arcy qui est adressé au pape Clément VII, fin 1389, début 1390. Et il y a un mois, fin août, on a eu un autre témoignage qui est celui d'une personne, un grand intellectuel de son temps, Nicole d'Oresme, qui a été évêque, ordonné évêque en 1377, et qui nous dit que, selon lui aussi, le linceul de Turin est bien un faux. Hein. Il ne l'a pas vu, mais il nous dit c'est un faux. Et on a deux éléments scientifiques. La datation au radiocarbone, évidemment, 1260-1390, vous en avez tous entendu parler avec 95% de certitude, qui a eu lieu en 1988. Vous voyez la photo de l'annonce lors de la conférence de presse en octobre 1988, qui a donné lieu à une publication dans un article de Nature publié en 1989. Et on a aussi un spécialiste de microscope qui a fait beaucoup parler de lui, Macron, qui a dit qu'il n'y avait pas de sang, mais des pigments sur le linceul de Turin. Ça, c'est les principaux éléments en faveur du faux médiéval. Alors, on en vient tout de suite, et j'allais un peu au suaire de Turin, mais un peu au malheur du suaire de Turin, parce que ça vient peut-être pour partie de certains de ses défenseurs, que les opposants à l'authenticité tentent de discréditer en les qualifiant de syndonologues. Et je vais prendre quelques exemples un peu récents. Il y a des historiens comme le professeur d'histoire du christianisme Andrea Nicolotti ou le français Nicolas Sarzeau qui le répètent en long, en large et selon moi surtout en travers. La syndonologie serait arrangée dans la catégorie des pseudosciences. Et Nicolas Sarzeau, par exemple, nous dit une large part de la production syndonologique est scientifiquement inclassable. Elle partage ses caractéristiques avec la parapsychologie, la cryptozoologie ou l'ufologie, des parasciences qui ont émergé au cours du XXe siècle et sont restées en marge de la science conventionnelle. En fait, la syndonologie se serait créé un arsenal méthodologique, selon lui, spécifique, et il nous dit, avec des méthodes à part, on trouve des résultats à part, on prouve ce qu'on avait postulé, à savoir que le suaire est un objet incomparable. Et c'est dans un livre qu'il a publié l'année dernière aux éditions du CERN, qui fait suite à sa thèse de doctorat sur le sujet. Et moi, je trouve que ces critiques sont rudes et elles se sont même pourtant un peu atténuées, parce que quand l'intervalle 1260-1390 est sorti en 1988, on pouvait même entendre que s'opposer
à la thèse médiévale, c'était en fait être partisan de la Terre plate. Hein. On était à peu près à ce niveau-là. Et je trouve que ça s'est quand même atténué récemment. Et moi, je comprends parfaitement qu'on puisse avoir des réticences au sujet de l'authenticité du linceul de Turin. Mais regardons-y de plus près. D'abord, sur cette qualification de syndonologue. Donc ça vient du mot grec syndon, hein, qui veut dire suaire. Elle est censée être infamante. Mais qu'est-ce qu'un syndonologue? C'est une qualification que les personnes opposées à l'authenticité réservent aux partisans de l'authenticité. Quand un amateur ou un scientifique partisan de la thèse du faux médiéval publie uniquement sur son blog ou dans des articles de vulgarisation en faveur donc, de cette thèse du faux médiéval, on ne le qualifie pas de syndonologue. Hein? Pire, prenons un cas concret. Le plus grand donc, supporter de l'authenticité de la thèse du faux médiéval, qui est Andrea Nicolotti, donc, a qualifié récemment quelqu'un que je ne vais pas nommer ici, qui a publié sur son blog et dans des articles et dans 2 livres de vulgarisation une position en faveur de la thèse du faux médiéval, et cette personne-là a des amitiés négationnistes. On en est à ce niveau-là. Et pourtant, Andrea Nicolotti, lui, affirme que c'est un des meilleurs spécialistes du suaire de Turin, français, un des meilleurs spécialistes français du suaire de Turin. Donc, moi, avec ce qualificatif un peu infamant, ça permet aussi, je dirais, de ne pas trop s'attarder chez les partisans du faux médiéval sur leurs propres défauts, sur leurs propres oublis, sur leurs propres biais méthodologiques. Contrairement à ce qu'ils pourraient laisser croire, dès qu'on se penche un peu sur leurs écrits, on en constate toutes les failles méthodologiques et tous les oublis. Dès lors, il convient pour moi de se ranger un peu à la définition que nous propose Gian Maria Zaccone, et qui est un historien qui est directeur du Centre international d'études syndonologiques de Turin, l'organisme officiel, et il nous dit, il ne croit pas à la syndonologie comme une science, et il nous dit c'est un conteneur multidisciplinaire et dans lequel opèrent les spécialistes qui appliquent les facultés, les méthodologies de leur champ de recherche habituel à l'étude du suaire. Alors, beaucoup se disent, et peut-être que les pro-authenticités, peut-être qu'ils vivent dans une bulle, ils sont autosuffisants, hermétiques au progrès de la connaissance académique. Ben, c'est ce que croit par exemple un autre historien, Nicolas Guyard, qui s'appuie sur les travaux de Nicolas Sarzeau et qui nous dit le dialogue est rompu entre le monde de la syndonologie et le monde académique. C'est terminé, quoi, c'est game over. Progressivement, 2 régimes de connaissances se font face. Les syndonologues mettent en avant des évidences permettant, selon eux, de certifier l'authenticité du suaire, mais dont les critères d'élaboration ne répondent pas aux normes académiques et universitaires. 2 mondes coexistent, chacun avec ses colloques, ses publications. La syndonologie a probablement davantage investi le terrain du grand public, relayé en ça, alors là, il part un peu dans... relayé en ça par des œuvres de fiction, comme le fameux Da Vinci Code. Bon, bref. Vous voyez un peu l'esprit. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut raisonner en mentionnant des exemples de controverses académiques. D'abord, il y avait énormément de controverses académiques avant la publication de 1988 dans Nature. Il y a une grande publication en 1984 dans Current Anthropology, un grand journal tout à fait mainstream, qui confie à un archéologue, Bill Meacham, de faire l'article principal. Bill Meacham est en faveur de l'authenticité et on a des réponses et contre-réponses en 1984 dans cet article. Donc on a un vrai dialogue académique. Et on a un dialogue académique post-1988, par exemple en 2018, on a toute la controverse concernant est-ce que les coulées de sang correspondent bien sont bien réalistes d'un point de vue anatomique. Elles correspondent bien à une situation d'un crucifié. On a 2, je vais dire ça de façon simpliste, sceptiques, Borini et Garlaskelli, qui nous disent non, ça n'a rien à voir, vous voyez bien que ça ne correspond pas du tout à la gravité, etc., etc. Et on a toute une série de réponses et de contre-réponses qui vont s'alimenter dans ce journal. On a aussi
dans Archéométrie, un journal qui est de l'université d'Oxford, toute une série de publications, d'articles depuis 2017 sur est-ce que le suaire de Turin est authentique, est-ce qu'on a des éléments qui favorisent cette authenticité. J'ai moi-même publié en 2019 un article dans ce journal. En 2024, il y a eu un article d'Elio Quiroga Rodriguez qui nous a dit il y a des distorsions anatomiques. On a publié un article, un commentaire qui disait non, Elio Quiroga Rodriguez se trompe, il n'y a pas de déformation anatomique suffisante pour justifier la thèse du faux médiéval, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un vrai, sans rentrer dans les détails de toutes ces controverses, il y a un vrai débat académique sur ces thématiques. Et c'est un peu ce que nous dit, par exemple, une grande figure de la science, Philip Ball, qui est ancien éditeur de Nature, qui était éditeur de Nature, d'ailleurs, durant cette controverse de 1988, et ça l'a beaucoup marqué, et donc qui a publié, par exemple, un éditorial en 2017 dans Nature Materials, et qui nous dit... les dernières trouvailles, il parlait des trouvailles de Marcia Boyce, publiées justement dans Archéométrie en 2017 en faveur de l'authenticité. Les dernières trouvailles sont présentées de façon assez sobre, mais leur réception sera sûrement considérée par les véritables croyants comme donnant du poids à leur dossier que les arguments commencent. Évidemment, quand vous dites que les arguments commencent, vous sous-entendez que le dossier n'est pas clos. Et c'était déjà un grand pas en avant que Philip Ball, qui a toujours été intéressé par ce sujet du suaire de Turin depuis 1988, donc un grand pas en avant que faisait Philip Ball de façon publique dans un journal du groupe Nature. Et on peut aussi donner d'autres exemples encore plus, enfin toujours aussi marquants, c'est-à-dire que dans une revue interne, dans une revue de littérature, des médecins nous disent la science est toujours incapable d'expliquer comment l'image du corps sur le suaire de Turin s'est formée, et tout cela demeure une énigme. Ce n'est pas l'expression qu'on emploie quand le cas est clos, quand il n'y a pas de dialogue académique. On a encore quelque chose d'encore plus récent, sur un livre dans un domaine extrêmement spécifique, c'est-à-dire la spectroscopie Raman, qui s'intéresse aux tissus, notamment aux tissus antiques, et qui nous dit les conclusions semblent désormais s'orienter vers l'opinion, orienter l'opinion vers l'idée que le suaire de Turin est un artefact authentique et non une contrefaçon synthétique, comme cela avait été attribué par les expériences de datation par radiocarbone de 1988. Et il conclut en disant une investigation supplémentaire est nécessaire. On peut aussi, un des principaux manuels d'archéologie dans sa dernière édition nous dit, à propos de la datation de 1988, des facteurs non détectés suggèrent que cette fascinante histoire de datation directe pourrait ne pas s'arrêter ici. Et donc, ils nous disent que les études récentes ont suggéré que l'absence d'homogénéité statistique indique certains problèmes avec les échantillons originaux. Donc, vous voyez que ce genre de controverse est aussi pris en compte dans des ouvrages, dans des revues mainstream. Donc tout ça, ça invalide très largement la thèse que l'on pouvait avoir, nous disant que le dialogue est rompu, que deux mondes coexistent mais ne sont pas en relation l'un avec l'autre. Alors, maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de faire un peu un top 10 des éléments en faveur de l'authenticité du suaire de Turin, pour vous aider à vous forger un peu une opinion. Top 10, on commence d'abord par une caractéristique, enfin les caractéristiques, on peut dire, extraordinaires du suaire de Turin. C'est un drap. L'expert textile Gabriel Vial disait que c'était en 1989, disait que c'était un drap incomparable par sa longueur, par la façon dont il avait été tissé. C'est vrai qu'on n'a pas d'autres exemples actuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi une image frontale et dorsale du Christ. Donc ça, c'est une première. On n'a pas avant. On voit aussi une nudité dans une scène post-crucifixion, quelque chose qui apparaîtra de façon extrêmement tardive, fin du XIVe, début du XVe siècle, donc après la première apparition certaine du suaire de Turin dans les années 1350. On a un réalisme anatomique souligné, et on a une inspiration qui est, inspiration clairement byzantine. Pourquoi? Parce que de grands experts d'histoire de l'art, avant la datation de 1988, étaient persuadés que si le suaire de Turin était un faux, il ne pouvait être qu'un faux datant d'avant le XIVe siècle. Un faux
de l'époque byzantine, c'est-à-dire de la moitié du XIIIe siècle au plus tard, et probablement du XIIe siècle. D'ailleurs, c'est aussi un peu ce que nous dit une autre experte, Odile Cellier, une experte française. Elle nous dit il y a que, grosso modo, je caricature, mais à peine, elle nous dit il n'y a qu'une seule catégorie de population qui était capable de faire ça, c'est les Byzantins. Ils étaient une seule catégorie de population assez folle de reliques, et pour faire ça, c'était les Byzantins. Autrement, dans l'Occident médiéval, contemporain, XIVe siècle, c'est impossible. Donc, et c'est ce que nous dit aussi, par exemple, Gary Vican. Gary Vican qui nous dit c'est une réussite artistique sans précédent dans l'histoire de l'art. Gary Vican, qui disait, c'est un historien spécialiste de l'art byzantin. Et Nicolas Sarzeau emploie une circonvolution beaucoup plus... il essaye de faire un euphémisme un peu jargonisant en nous disant c'est un ingénieux apax. Un apax, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît une seule fois dans la littérature, dans le vocabulaire. Donc il nous dit en fait le linceul de Turin, c'est quelque chose qui apparaît une seule fois, totalement unique. Donc on peut dire que si le linceul de Turin est un faux médiéval, c'est un échec pour l'histoire de l'art, parce que les historiens de l'art n'ont toujours pas trouvé un génie médiéval, immoral et anonyme en Champagne au milieu du XIVe siècle, sans prédécesseur ni héritier. C'est quand même, vu tous les moyens et toutes les connaissances actuelles à notre disposition, c'est quand même un échec immense pour l'histoire de l'art. On a en 9e position quelque chose qui est un peu moins connu, j'ai envie de dire, un peu plus ignoré, qui est qu'on a retrouvé, on a des traces maintenant assez bonnes de sang lavé post-mortem dans un rituel funéraire hébraïque. Pourquoi ? Deux choses. On a eu une publication en 2023 qui nous dit que les taches de sang, pourquoi elles sont aussi visibles ? C'est probablement parce que le sang a été lavé et que ce corps a été lavé avant d'être placé sur le linceul, ce qui a réactivé le sang et ce qui a permis d'obtenir des traces précises et intactes. Et donc ces médecins légistes allemands ont réussi à reproduire ça, et ils nous disent il paraît remarquable que nous ayons été en capacité de reproduire des découvertes très similaires à celles des traces de sang du ossuaire de Turin. Donc là, on a vraiment quelque chose, une expérience pratique qui nous montre que c'est possible de reproduire ces traces de sang. Et en fait, ça s'inscrit dans la publication que je mentionnais de Marcia Boy en 2017, qui, elle, avait réinterprété les fameux pollens, je ne rentre pas dans la discussion, les fameux pollens qui auraient été détectés par un palynologue, on va dire amateur de l'époque, mais Marcia Boy, elle, c'est une palynologue italienne, et elle nous dit qu'elle confirme et authentifie la théorie selon laquelle le cadavre dans le linceul a reçu des funérailles et un enterrement avec tous les honneurs et le respect qui auraient été habituels dans la tradition hébraïque. En huitième, j'ai envie de dire, c'est par là que la controverse scientifique du linceul de Turin a commencé, c'est le caractère négatif de l'image. Alors, mais quand on parle de caractère négatif de l'image, il y a souvent des mésententes, quelque chose qui est incompris, y compris des partisans de l'authenticité. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire que l'image est entièrement négative. Par exemple, vous voyez que les traces de sang, dans le négatif, elles sont blanches. Vous voyez la photo, les traces de sang sont blanches, alors que forcément, elles devraient être rouges. Donc, ce n'est pas un négatif en entier. Ce qu'on entend, et ce que les spécialistes ont toujours entendu par caractéristique négative de l'image, c'est-à-dire que les détails deviennent mieux visibles et compréhensibles quand on inverse les tons de lumière et d'obscurité. Vous voyez par exemple que la moustache, elle est blanche dans le négatif, sur le négatif de l'image. Mais donc, on n'a pas un négatif parfait, mais on a une image qui se comprend beaucoup mieux quand elle est en négatif, contrairement à, vous voyez, la jeune fille positif à gauche, négatif à droite. La jeune fille, on perçoit les détails de façon évidemment bien meilleure sur le positif, ce qui est l'inverse évidemment sur le ossuaire de Turin, où on perçoit les détails de façon bien meilleure sur le négatif. Et c'est d'ailleurs pour ça cette découverte était tellement stupéfiante qu'on a accusé Secondoppia d'avoir fabriqué un faux ou de s'être trompé dans ses manipulations.
ce qui est corrélé à cette dimension négative, c'est qu'on a une tridimensionnalité. La tridimensionnalité, on en a souvent parlé parce que c'est une corrélation, en fait, entre la luminosité de l'image et la distance entre un corps humain et un drap qui l'enveloppe. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a des parties qui sont les plus en contact du drap, le nez, la moustache, qui sont plus sombres que les parties les plus éloignées. Et ça, c'est un effet qui est remarquable, qui a été repéré sur les photos, la première photo donc, de Secondo Pia, qui avait été prise en 1898. Et ça a été testé, analysé, confirmé par toutes les études qui ont suivi. 1902, Paul Vignon, dans sa première étude, repère ce phénomène. Paul Gastino, dans les années 70, le réétudie. Un ingénieur professeur italien, Giovanni Tamburelli, en même temps que Jackson, Jumper et Ercolline, les futurs scientifiques du STURP, l'analyse. Jackson, Jumper et Ercolline publient dans Applied Optics en 1984 les travaux qui font référence dans cette revue vraiment spécialisée sur l'image frontale. Ils nous disent qu'il y a une tridimensionnalité. Qu'est-ce qu'on peut dire de la tridimensionnalité? Je trouve que c'est Antoine Legrand qui a la meilleure formule. Il nous dit la tridimensionnalité, c'est en fait une sculpture enregistrée au même titre que le disque de phono et la conserve du son. Alors, vous l'attendiez un peu, je suis sûr, la datation C14. La datation C14, finalement, au risque de vous surprendre, je trouve que ça fournit un bon argument en faveur de l'authenticité. Pourquoi? Parce que quand on réanalyse ce qui a été fait à partir des années 2010, les données publiées dans Nature, puis après les données brutes, on se rend compte qu'il y a un gradient. Qu'est-ce qu'on entend par gradient? C'est-à-dire que les données brutes, elles sont liées à la localisation de l'échantillon. C'est-à-dire qu'on a pris l'échantillon qu'on a confié à 3 laboratoires dans un coin du linceul de Turin. Et on s'est rendu compte, en réinterprétant ces données, que plus on se rapprochait du centre du drap dans le sens de la longueur, plus ces données rajeunissaient. Donc, c'est un peu comme si vous prenez un thermomètre, vous le collez à un radiateur, et vous vous éloignez progressivement de la source de chaleur, et vous vous rendez compte que la température mesurée, elle est finalement corrélée avec votre distance. Et quelle est la conclusion que vous pouvez en tirer? Vous en tirez que votre mesure, elle est à jeter. Elle devient absurde, elle n'a aucune utilité. Et c'est une image qu'on peut prendre pour expliquer pourquoi ce gradient il est très important, parce que, il montre que cet intervalle calendaire il est absurde, et 2, à quoi serait dû ce gradient? Il peut être dû à 2 choses, soit de la contamination, soit de la radiation qui serait émise du corps. C'est les deux hypothèses qui peuvent d'ailleurs se mêler. Ensuite, on a en 5 le recoupement des datations alternatives. Recoupement des datations alternatives, vous en avez entendu parler peut-être, ça a fait les grands titres de la presse, et depuis 2005, on a des datations alternatives qui vont de façon assez étrange se recouper et correspondre à, être en cohérence avec la datation une datation avec l'hypothèse d'un drap antique ayant enveloppé le corps de Jésus. Donc vous avez différentes, depuis 2005 jusqu'en 2022, vous avez différents intervalles qui ont été faits, et vous voyez bien qu'ils sont totalement incohérents avec l'intervalle 1260-1390, datation C14. La question, c'est comment on l'explique? On l'explique soit, l'explication devient extrêmement coûteuse. C'est-à-dire que soit c'est des biais, soit c'est la thèse du faussaire, c'est-à-dire qu'on a différents faux, etc. Mais le fait qu'on ait des mesures indépendantes qui soient cohérentes avec l'hypothèse du 1er siècle, tout ça, ça nous montre, ça souligne la fragilité, encore une fois, la datation C14,
parce que la probabilité d'obtenir par des moyens indépendants des datations qui correspondent à l'hypothèse, enfin qui se recoupent et qui correspondent à l'hypothèse d'un drap ayant enveloppé le corps de Jésus, tout ça est extrêmement improbable. On a quelque chose qui est, pour moi, une des publications majeures en 4e position des 10 dernières années, et que souvent les gens ignorent, c'est-à-dire qu'on a retrouvé environ 40% des ADN, on a fait un prélèvement sur des ADN de la poussière en 1978 et en 1988, et on les a réanalysés en 2015 dans une publication, l'article est paru dans un journal du groupe Nature, et on a trouvé que 40% des ADN étaient issus de poussière qui étaient issus de personnes qui venaient du sous-continent indien. Alors du sous-continent indien, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est totalement incohérent. Et en fait, ça rejoint à la fois l'étymologie du mot Sindon, dont je parlais au début, c'est-à-dire que le mot Sindon, ça vient du mot de la région Sind, ça indique l'Inde. Vous entendez d'ailleurs dans Sindon, vous entendez Inde, et ça vient de là. Et on sait qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait, contrairement à l'idée qu'on peut avoir souvent, il y avait des relations commerciales très fréquentes entre le sous-continent indien et la péninsule arabique, notamment chaque année par la mousson. Donc, et qui s'échangeaient ces biens de luxe, le coton, le lin notamment. Donc, et ça allait évidemment dans les grands carrefours commerciaux, au Liban, en Israël, etc. En 3e position, sur le podium, on peut dire qu'il y a les confirmations indépendantes du sang. Confirmations indépendantes du sang, alors là, ça, elles ont fleuri depuis les années 80 et elles ont un peu enterré la position que je citais en premier, la position de Macron. On s'est rendu compte qu'il y avait bien du sang, toutes les études indépendantes le montrent, et j'en citerai une par exemple, qui vous montre aussi que, contrairement à l'idée reçue, des études scientifiques continuent d'être faites sur le linceul de Turin. C'est celle qui a été faite lors de l'ostension en 2015, l'ostension, donc l'exposition du suaire de Turin en 2015. Il y a une équipe menée par Antonio Di Lascio et Paolo Di Lazzaro, qui a fait une étude en spectroscopie pour étudier la longueur d'onde, je simplifie, la longueur d'onde, si elle était caractéristique de sang ancien. Et ils ont retrouvé, sur cette étude, dont vous voyez la courbe en bas à droite, ils ont retrouvé les données qui avaient été faites par le STURP, de façon plus précise, évidemment, leurs instruments étaient meilleurs. Je veux dire, en 2015, leurs instruments étaient meilleurs qu'en 1978. Et ils ont retrouvé ces caractéristiques-là. Et donc, ça montre qu'on a là aussi une confirmation indépendante qui est faite avec des instruments modernes. Et là encore, le suaire de Turin, on peut le dire, il contient bien de l'hémoglobine ancienne dégradée en méthémoglobine. En deuxième position, ça illustre l'absence d'images sous les traces de sang. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement contre-intuitif. On a, pour un faussaire médiéval, dans l'hypothèse du faussaire médiéval, on aurait un faussaire médiéval, imaginez, qui aurait d'abord mis les traces de sang et après seulement qui aurait réalisé l'image. Alors que si vous et moi, on doit réaliser une œuvre, d'abord, on fait l'image principale et ensuite, on met les traces de sang. Mais là, il n'y a pas d'image sous les traces de sang. Donc, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible dans un processus de création. Hein, ça ne se serait jamais vu. Et pourtant, c'est totalement en phase avec le timing de la résurrection. C'est-à-dire que dans le timing de la résurrection, dans l'hypothèse qu'on s'en fait, le drap aurait été imbibé des traces de sang, et après, il y aurait eu la résurrection, l'événement qui aurait imprimé l'image du suaire de Turin. Et en premier, j'ai envie de dire la superficialité de l'image qui est la plus compliquée à expliquer. D'abord, il y a deux niveaux de superficialité de l'image. Qu'est-ce qu'on entend par superficialité de l'image? On a un linceul de Turin. Le linceul de Turin, c'est 0,3 mm. 0,3 mm, c'est un t-shirt. Hein.
Ça, c'est l'épaisseur du linceul de Turin. On a des fibres, et sur ces fibres, donc un fil, ça contient 200 fibres. Et l'image, elle n'est présente que sur les 2 ou 3 fils les plus extérieurs du tissu. Et à l'intérieur de ces fibres, l'image, elle n'est présente que sur 1/5 d'un millième de millimètre. C'est 0,2 microns. Donc, les fibres, elles ne sont pas imprégnées. Hein, il faut bien se rendre compte de ça. Les fibres ne sont pas imprégnées. C'est uniquement sur 1/5 d'un millième de millimètre. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible et qui ne s'explique que par un phénomène de roussissure, de brûlure extrêmement superficielle et qui n'est reproduisible que par un laser. Donc, en fait, tout ça, à quoi ça nous amène? Ben, ça nous amène à déterminer, à se poser la question comment on peut forger notre opinion à partir de tous ces éléments. On a 2 approches, je dirais. On a une approche qui est assez intuitive et on a une approche qui est plutôt quantitative. L'approche intuitive, c'est un peu l'expérience de l'expert. C'est un peu quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui parmi les historiens de l'art, par exemple pour attribuer un tableau. Il y a certains historiens, par exemple, quelqu'un qui était directeur encore récemment, je suis corse, donc, qui était directeur du musée Fesch à Ajaccio, et qui est spécialiste notamment de la peinture italienne, et qui a sorti un livre qui a eu un grand succès, qui s'appelle « Histoire d'œil ». Et il nous dit, ben, moi, en fait, grâce à mon œil, grâce à mon expertise, grâce à mon intuition, je suis capable de déterminer si tel ou tel style d'une œuvre correspond bien à tel ou tel auteur. Et c'est un spécialiste notamment du Caravage. Et donc, on l'interroge à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, moi, dans mon grenier, j'ai un Caravage ». Donc, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, c'est fortement subjectif, et l'inconvénient, c'est que ça ne clôture pas vraiment le débat. Hein, et on a de l'autre côté quelque chose qui a vu le jour, qui a largement augmenté depuis les années 70, qui est une approche beaucoup plus quantitative, avec une dimension analytique, avec une objectivité renforcée. On va chercher à donner des chiffres en classifiant, en donnant des critères, et tout ça, ça va permettre d'aboutir à une évaluation. Et moi, donc ça, c'était un peu... Donc vous voyez, ça serait un peu le diagramme, pour vous donner une image, de la controverse. C'est quelque chose qui a été fait, publié dans Analytica Chimica Acta, pour résumer un peu cette controverse, où on a comment on explique l'hypothèse de formation de l'image. Ben, soit c'est un artefact, donc l'image a été produite par un homme, soit ce n'est pas un artefact, et le suaire était un suaire, ils disent. Donc il a bien enveloppé le corps de quelqu'un. Donc c'est un peu les 2 options, et comment on navigue, comment on arrive à se déterminer entre ces 2 options. Et on a toute une série de théories, d'hypothèses, pour essayer d'expliquer ces faits, et on va regarder comment ça cadre. Alors, en 2013, j'avais proposé, dans cette hypothèse un peu approche analytique, j'avais proposé ce qu'on appelle une approche par les faits minimaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on étudie les différentes hypothèses, hypothèse médiévale, hypothèse naturelle antique, c'est-à-dire que le drap a été formé, l'image a été formée, mais de façon tout à fait naturelle, sans intervention surnaturelle. Au 1er siècle, il a bien enveloppé le corps de Jésus, mais sans intervention surnaturelle. Et on a aussi l'hypothèse classique de la résurrection. Et j'avais essayé de déterminer, d'appliquer les critères historiographiques traditionnels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez la plausibilité, c'est-à-dire le cadre général, est-ce que ça rentre bien dans notre connaissance générale? Vous avez aussi la portée explicative et la puissance explicative. Est-ce que tous les faits sont bien pris en compte dans le détail? Est-ce que c'est ad hoc? C'est souvent, ça a été popularisé par ce qu'on appelle le critère de simplicité, mais il n'y a pas que ça. Et est-ce que ça, l'illumination, est-ce que ça éclaire d'autres domaines de notre connaissance? Donc, et j'avais trouvé... j'étais pas sûr du résultat au départ, hein. C'était en 2013, mon opinion n'était pas complètement forgée sur l'authenticité du suaire de Turin, et j'avais trouvé que l'hypothèse de la résurrection me semblait finalement la plus probable. Alors ça, et on a aussi, de façon plus visuelle, là c'est un article,
c'est un graphique très compliqué que, que j'ai publié dans une revue de littérature en 2025, dans Theology and Science, et ça vous montre un peu une approche un peu plus visuelle de tous les arguments et contre-arguments qui peuvent être émis sur le suaire de Turin. Et tout ça, ça va nous permettre de déterminer, en déterminant s'il y a du consensus sur chaque fait, chaque affirmation, etc., ça va nous permettre de déterminer quelle serait la probabilité un peu de chaque affirmation. Est-ce que la probabilité de la résurrection est plus élevée que la probabilité de l'hypothèse du faux médiéval? Et là encore, il me semble que cette hypothèse de la probabilité donc, de la résurrection, elle est probable. Elle est probable, je dirais, de façon assez forte quand on a une probabilité a priori de départ, donc quand les deux hypothèses sont traitées de façon égale. On a une hypothèse, on termine, une fois qu'on a analysé tous les faits, on termine avec une probabilité, ce qu'on appelle une probabilité a posteriori, assez élevée, de 99% en faveur de l'authenticité. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a une probabilité qui est due, assez élevée, qui est due à quoi? Parce qu'il y a finalement peu d'arguments forts en faveur du faux. Qu'est-ce qu'on a? On a le mémorandum de Pierre Darcy qui nous dit mon prédécesseur m'a dit que c'était un faux. On a maintenant le témoignage de Nicole Oresme, mais bon, il n'a jamais vu le suaire de Turin, et l'inconvénient de ce témoignage, on pourra en reparler si vous avez des questions, puisque c'est quelque chose d'assez neuf, c'est que ce témoignage, il va dans le sens des préjugés de Nicole Oresme. C'est-à-dire qu'il était persuadé que les reliques étaient en général des faux. Donc il nous donne, ça va quelque chose ça va dans le sens de ses préjugés. On aurait préféré que ce soit le contraire. On aurait préféré qu'ils nous disent ça me fait mal de l'admettre, mais finalement c'est bien un faux. Donc non, là c'est l'inverse. Donc pour un historien, c'est pas génial. Et on a une datation au carbone 14 qui, comme je vous le disais, a été fortement remise en cause, particulièrement depuis les années 2010. Donc qu'est-ce qu'on a? On a finalement, est-ce qu'on peut croire de façon rationnelle en l'authenticité du suaire de Turin dans l'état actuel de nos connaissances? Ma réponse est, j'allais dire, à la lumière des différentes approches à la fois intuitives et quantitatives, oui. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Ma réponse est aussi oui. On peut dire que non seulement c'est rationnel de croire en l'authenticité, mais on peut dire qu'en analysant de façon un peu plus objective, en employant ce qu'on appelle des probabilités, le terme est technique, mais bayésiennes, on peut dire que oui, on a une probabilité actuellement élevée que le suaire de Turin ait enveloppé le corps de Jésus quand on traite de façon égale l'hypothèse du faux et l'hypothèse de l'authenticité. Et on s'aperçoit même que quand on a un a priori défavorable à l'hypothèse de l'authenticité au départ, c'est-à-dire une probabilité a priori très faible, et bien, dès qu'on commence à analyser à prendre en compte de façon très sérieuse, tous les éléments en faveur de la thèse de l'authenticité, à partir de là, la thèse de l'authenticité devient très vite probable. Et on se rend compte que on arrive très très vite, là aussi, à une probabilité de 90-99% dans l'état actuel de nos connaissances en faveur de la thèse d'un drap antique. Et à partir de là, il n'appartient qu'à vous de déterminer qu'est-ce qui aurait pu imprimer cette image dans l'Antiquité. Pour moi, comme je vous le disais, l'hypothèse de non-intervention surnaturelle est extrêmement faible. Donc, la seule option qui reste, c'est l'option qui cadre bien aussi avec d'autres arguments en faveur de l'historicité de la résurrection. C'est l'option que le drap aurait été imprimé par le phénomène historique de la résurrection.
Et tout cela, c'est un débat actuellement en cours. Il y aura d'autres publications, mais ce qui nous montre aussi, tout ça, ça vous sert à quoi aussi, j'allais dire, dans votre vie courante? Ça vous sert aussi à évaluer la façon dont vous forgez vos opinions. Comment vous arrivez à vous forger vos opinions, à essayer de contourner tous les biais que chacun de nous a lorsqu'il examine une hypothèse. Et vous voyez qu'on a souvent une approche intuitive, on a souvent des biais de confirmation, on a souvent des critères vagues. C'est très utile parce que souvent on a raison, mais sur des sujets très techniques, sur des sujets où il y a une multitude de preuves, eh bien parfois on a besoin d'une approche beaucoup plus quantitative, beaucoup plus détaillée, qui fait confiance beaucoup plus à l'objectivité et qui essaye de voir vraiment où est le problème et où se situent les divergences d'opinion. Et ça, c'est très important, non seulement sur le suaire de Turin, non seulement dans l'existence de Dieu, mais aussi dans vos vies quotidiennes, quand vous avez des éléments extrêmement compliqués à régler, ben vous pouvez aussi essayer de réfléchir en essayant de vous appuyer sur les différentes démarches que je viens de vous exposer. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bravo Tristan, oui, on va passer aux questions, bien sûr. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Il y en a une déjà là. Bon, bonjour monsieur, je suis ici. Merci infiniment pour votre conférence qui était très intéressante. J'ai deux petites questions si vous me le permettez. La première, sur le lexique que vous employez, puisque vous prenez le parti d'appeler ce linge le suaire de Turin. Souvent, alors je ne sais pas si c'est par simplicité, souvent on qualifie plutôt le linceul et le sudarium sera plus ce qui va concerner le linge qui recouvre le visage. C'est un choix particulier ou c'est simplement par simplicité? Alors, effectivement, je vous remercie de la question parce que c'est souvent une question que les gens ont. Alors, c'est par simplicité, mais il faut savoir que, effectivement, d'un point de vue stricto sensu français, on devrait dire linceul. Mais cette confusion, elle existait déjà, cette confusion sémantique, elle existait déjà au XIVe siècle. Donc déjà, les gens parlaient du suaire. Par exemple, Orésme ne va pas dire, dans le témoignage qu'on a trouvé, il ne va pas parler de l'inteolum, il va parler de sudarion. Donc vous voyez, déjà, on a il parle de suaire. Et dans un badge qu'on a retrouvé, dans un médaillon qu'on donnait aux pèlerins, on trouve, donc qu'on donnait aux pèlerins qui allaient à Lirée, on trouve suaire de Jésus. Donc déjà, vous voyez qu'au XIVe siècle, il y avait cette confusion. Donc, je préfère parler de suaire. Et en plus, ça va, c'est largement admis. Et c'est vrai qu'en plus, on n'a pas ce problème-là quand on parle aux Italiens ou aux Anglais. Très bien. Merci, monsieur. Et une seconde question, si vous le permettez, concernant la question de la datation au carbone 14. Il me semble que j'avais lu ou entendu, peut-être des erreurs, mais que les taches brunes que l'on voit sur le suaire de Turin, le linceul, concerne un incendie qui a eu lieu au Moyen-Âge, qu'aurait subi l'église dans laquelle a été entreposé le linceul. Et donc, il y a eu des suppositions qui disent que la fausse datation au carbone 14, en fait, est en réalité une datation de morceaux de tissu qui ont été en fait, sur le tissu le linceul rapiécé, qui seront du tissu en fait, datant à ce moment-là de l'époque médiévale, a priori 13e, 14e siècle. Est-ce que cette hypothèse a pu être confirmée historiquement et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a aucune datation qui n'a été faite, par exemple, au centre, au cœur du suaire? C'est pour des raisons particulières de préservation du tissu ou... Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à trancher ce sujet-là alors qu'il suffirait peut-être d'en refaire de manière beaucoup plus précise au centre ou dans des zones moins... Alors, tout à fait. Effectivement... Alors là, c'est une controverse qui est largement en cours. Comme il y a eu un incendie en 1532 qui a touché le suaire de Turin, dont vous pouvez percevoir les marques ici, les marques de brûlure. Et une des thèses aussi qui a émergé pour expliquer cette datation hétérogène entre les trois laboratoires, c'est de se dire, on a testé un morceau qui a été rapiécé, soit au XVIe siècle.
au XVIe siècle. Pourquoi? Parce que des sœurs Clarisse auraient, ont rapiécé le tissu, et donc elles auraient fait un raccommodage invisible qui n'aurait pas eu les mêmes propriétés chimiques, évidemment, que le linceul antique. Cette hypothèse, pour moi, elle est assez crédible. Et elle n'exclut pas aussi d'autres hypothèses. Elle n'exclut pas aussi l'hypothèse radiative. Donc voilà, les deux phénomènes peuvent se cumuler. Et on a des éléments qui vont dans ce sens d'un drap qui aurait été contaminé sur cette zone extrêmement précise. Il faut dire, pour répondre à la deuxième partie de votre question, qu'ils ont choisi le plus mauvais endroit. Ça a été une catastrophe. Ils ont choisi le plus mauvais endroit pour dater le tissu. Et non seulement, je dis le plus mauvais endroit, mais en fait, ils n'ont choisi qu'un endroit. Et ils ont divisé en 3 le même échantillon aux 3 laboratoires. Donc ça a été quelque chose qui a été fait en dépit du bon sens. Ils ont prélevé, les experts textiles ont prélevé, ils nous disent dans une demi-obscurité, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire d'experts textiles hyper rigoureux, etc. En fait, il y avait une demi-obscurité. Ils nous disent eux-mêmes dans leur compte-rendu, il y avait une demi-obscurité, tout simplement parce qu'on ne voulait pas, par les lampes, endommager le suaire de Turin. Donc, ils n'ont même pas vu vraiment ce qui coupait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve encore de la contamination dans les échantillons qui ont été fournis au laboratoire. C'est comme ça qu'ils nous le décrivent. Et donc, donc, ça, déjà, on avait de la contamination. Et en plus, oui, le protocole qui était envisagé était d'abord de faire des prélèvements, ce qui aurait été le bon sens, avec différentes techniques tout autour et dans le centre du suaire de Turin. Mais ce protocole est tombé à l'eau quelques mois avant la datation, pour des raisons d'enjeux, etc., divers, et de lutte aussi à l'intérieur des laboratoires et du Vatican, bon bref. Et finalement, on s'est retrouvé seulement avec 3 laboratoires, et à qui on a donné seulement ce bout de tissu, et finalement est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que si on a un problème d'homogénéité dans les datations, on est incapable de dire ce qui est arrivé, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait eu des multiples échantillons avec des multiples laboratoires et des multiples techniques, comme cela avait été suggéré au début des années 80. Et la deuxième partie de la question, je crois que c'était pourquoi est-ce qu'on ne le refait pas? Et pourquoi alors? Pourquoi on ne le refait pas? Parce que il faut dire que le Vatican a été extrêmement échaudé par la façon dont les laboratoires ont traité le C14, ont traité donc les données, qu'ils les ont souvent dissimulées, qui n'ont pas respecté le protocole. Pour vous donner un exemple, par exemple, ils ont conservé des échantillons. Ils ont communiqué entre eux, je peux vous le dire. J'ai les échanges. Ils ont communiqué entre eux les dates, ce qui était formellement interdit. Donc, ils n'ont pas testé en même temps, donc ils ont communiqué les résultats. Et donc le Vatican a été extrêmement échaudé. Et donc maintenant, ils sont extrêmement réfractaires. Je pense qu'ils attendent de voir, et que probablement, ça sera susceptible d'être refait une fois qu'on aura bien expliqué. Et c'est aussi un peu moi ce que je leur demande. Une fois qu'on aura bien expliqué, qu'on aura bien compris exactement où ça avait péché, on pourra se repencher sur un nouveau protocole. Et je pense que ça pourra intervenir au cours des, mettons, 10, 15, 20 prochaines années, j'espère. Tu es optimiste. Oui. Moi, j'avais une question sur la probabilité, parce que c'est intéressant ton approche en termes de probabilité, mais il y a une autre approche quand même qui est forte, c'est de dire que il faut trouver une hypothèse qui permet de cocher toutes les cases. Ouais. C'est-à-dire, il faut une explication qui ne rentre en contradiction avec aucun des faits d'étude du linceul. Et à mon avis, ça, c'est plus violent parce que, en fait, aujourd'hui, il n'y a que l'explication de la résurrection qui coche toutes les cases. Dans les autres cas, il y a des choses qui sont absolument impossibles à expliquer, comme l'ADN en Inde ou un certain nombre de choses. Oui, mais... Si tu prends l'hypothèse d'une création au Moyen-Âge en Europe, il n'y a absolument aucune explication qui dit qu'il y a de l'ADN majoritaire indien. Oui, ça serait totalement aberrant. Et ça serait, le fait...
c'est moins le fait de trouver de l'ADN indien que de ne trouver par exemple pas d'ADN japonais, russe, chinois, sud-américain, mexicain. Dans ce cas-là, ça serait cohérent. Mais le fait que là, on a quelque chose qui ne s'explique pas par une simple contamination. On n'a aucun Indien n'a jamais approché et encore moins touché le suaire de Turin. Donc on n'explique pas pourquoi ça aurait été le cas. Et pour répondre à ta... En fait, tu le vois comme excluant oui, non. Et l'approche que je mettais en avant, c'est qu'en fait, on peut ce oui-non, on peut l'avoir de façon un peu plus subtile en examinant ça, en le rentrant à l'intérieur de critères probabilistiques. Hein? Quelle est la probabilité qu'on ait des datations alternatives qui se recoupent? Quelle est la probabilité qu'en plus on ait ces traces ADN, etc., etc. Quelle est la probabilité que finalement on ait quelque chose une détection d'huile d'hélicryse qui conforte, qui s'intègre à l'intérieur d'une tradition hébraïque, etc., etc. Tout ça s'accumule et on a une probabilité à la fin. Juste pour comprendre, comment tu calcules, dans l'hypothèse médiévale européenne, comment tu calcules la probabilité qu'il y ait de l'ADN indien? Elle est du coup extrêmement faible. C'est soit de la contamination, soit un problème méthodologique. Dans ce cas-là, je dis, c'est un problème méthodologique. Il y a eu Gianni Barcaccia, qui est l'auteur principal de l'étude publiée en 2015. Il a fait une erreur. Il avait quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un, il y a différentes personnes indiennes qui se sont approchées du suaire et qu'on ne connaissait absolument pas, et qui ont laissé leur empreinte sur le suaire de Turin. Donc, très improbable, possible. Possible, c'est pas impossible logiquement, c'est possible. Oui, mais comment ils auraient pu laisser l'empreinte plus que tous les Européens qui ont touché le linceul pendant des siècles? Ça peut être soit un problème, on pourrait par exemple envisager un problème de mesure, ils se seraient trompés dans la méthodologie, etc. Donc, encore une fois, c'est très improbable, mais c'est pas impossible logiquement. Donc ça rentre à l'intérieur d'une détermination aboutissant à une probabilité a posteriori. Je crois que je vais dire la dernière question parce qu'on nous annonce qu'on ferme les portes dans 8 minutes. Donc juste pour que vous sachiez. Il y a un Américain qui s'appelle Hugh Ross qui a fait une remarque, alors ça concernait plus des aspects cosmologiques, que lorsqu'on est dans une situation comme ça, de quelque chose avec un flou historique, on peut faire une prédiction scientifique qui est que si le suaire est authentique, alors les nouvelles découvertes vont aller dans le sens de l'authenticité. Des découvertes faites avec des techniques qu'on n'avait pas à l'époque. Alors lui, il l'avait fait à l'époque sur le problème des constantes fines et du réglage fin. Et il avait dit on va trouver de plus en plus de réglages fins. Et à l'époque où il l'a fait, il y avait 15 réglages fins. Aujourd'hui, on en connaît des milliers. Donc sa prédiction s'est tenue. Donc je pense que ce qui serait intéressant pour convaincre un peu l'Église, c'est de dire, de faire des nouvelles analyses, c'est de dire on peut faire des analyses aujourd'hui qui étaient complètement inenvisageables avant et qui sont non invasives. On fait des analyses par IA, etc. Et ça, peut-être que ça peut convaincre l'Église d'aller en avant dans cette direction. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un peu le même raisonnement qui est au cœur du livre d'Olivier. C'est-à-dire que plus nos connaissances avancent, plus on aura de preuves en faveur de l'existence de Dieu. Oui, et je suis d'accord avec vous pour dire que on voit bien que, pour moi, on a beaucoup plus d'éléments en faveur de l'authenticité maintenant que, par exemple, en 2010. Absolument. La progression de la connaissance nous éclaire les choses. Une dernière question, et après on ferme les portes, on va donner à Absiners. Bien sûr. Bon, désolé, je vais être chiant, mais... Non, je t'en prie. Qu'est-ce qui te permet de déterminer que Nicolas Rem n'a jamais vu le suaire? C'est tout simplement parce qu'il n'est jamais allé en Champagne. Ah, d'accord. Ça, on est sûr de ça? Oui. Ok. C'est tout, alors.